L'entretien de personnalité en école de commerce est un exercice. Et comme tout exercice, il se prépare. Mais si tu prépares mal, tu risques de présenter au jury un de ces 9 profils d'entretien. Comment éviter ces 9 profils ? C'est ce qu'on va voir ensemble. Premier profil à éviter. Miss France ou son homologue masculin Jean-Claude Van Damme. C'est quoi un entretien Miss France ou Jean-Claude Van Damme ? C'est un entretien où on sort des clichés tout le temps. Alors c'est pas les clichés de Miss France comme Vive la paix dans le monde ou J'adore l'eau, bientôt il n'y en aura plus. Ça c'est Jean-Claude Van Damme. C'est des clichés sur par exemple, travail en équipe. J'aime travailler en équipe. Je m'épanouis dans un groupe. J'adore le rugby car c'est un sport collectif, ou c'est un sport qui a des valeurs. J'étais capitaine de mon équipe, donc j'aime les responsabilités. Des phrases qui en soi ne sont pas négatives, hein, mais ce sont des clichés. C'est banal. Tout le monde le dit. L'international. Je veux travailler à l'international. Soit étant passant, déjà, c'est une expression qu'on n'emploie jamais dans la vraie vie, mais qui en entretien arrive tout le temps, travailler à l'international. Bon. C'est important de s'ouvrir à d'autres cultures. Vivre à l'étranger, c'est enrichissant. C'est indispensable de travailler en Asie aujourd'hui. Bref, des phrases toutes faites, qui apportent pas vraiment grand-chose. Et à quel moment on les sort ? Bon, on sort généralement ces phrases quand il y a des questions qui nous surprennent. On ne sait pas quoi dire, on se sent mal à l'aise, le silence commence à s'installer, et on a peur de sortir une phrase qui va nous détruire face au jury. Donc, on sort une banalité. On prend pas de risque. On se dit j'ai sorti la bonne réponse. Parce qu'effectivement, notre cursus scolaire fait qu'on a envie de sortir la bonne réponse. En entretien, il n'y a pas de bonne réponse. C'est ce qu'on va voir justement ensemble. En fait, qu'est-ce qui se passe quand on sort ces banalités ? Pourquoi c'est très mauvais ? Au-delà du fait qu'on a l'impression d'avoir Jean-Claude Van Damme face à soi, c'est surtout qu'en fait, on fait un entretien dépersonnalisé. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tu ne parles pas de toi. La solution pour contrer ces banalités, c'est justement d'y rajouter un cadre personnel. Si tu dis que tu aimes travailler en équipe de façon banale, ça apporte rien. Si tu montres un exemple, ou dans le cadre d'un sport, dans le cadre d'une association, dans le cadre d'une expérience de bénévolat, dans le cadre professionnel, tu as réussi à travailler en équipe et tu as aimé ça, et que tu montres que tu as un apport dans ce travail de groupe, là, ça devient intéressant. Là, on commence à y croire. Mais c'est pas facile, on est d'accord. Et c'est pour ça d'ailleurs que ça arrive souvent dans des questions inattendues, les banalités. Parce qu'en fait, c'est quelque chose qu'on n'a pas préparé. Pour contrer justement l'entretien Miss France et l'entretien Jean-Claude Van Damme, il faut beaucoup mieux préparer son entretien. Si tu n'as pas assez préparé ton entretien, qu'est-ce que tu vas faire ? Tu vas improviser. Tu vas aller au talent. Et souvent, quand on improvise mal. Parce qu'improviser, c'est un métier. Les champions de l'improvisation, tu peux voir, il y a souvent des pièces de théâtre des champions de l'improvisation, c'est des gens qui travaillent énormément cette improvisation. Donc même l'improvisation se travaille. Donc si tu as mal préparé ton entretien, si tu ne l'as pas assez préparé, généralement tu tombes dans cet écueil de raconter des banalités. Qu'est-ce qu'il faut faire à la place ? Comme je te disais, il faut construire un entretien qui est basé sur toi-même, ton expérience, ce que tu as accompli, ce que tu penses, ce que tu veux faire plus tard. Là, ça devient concret. À partir du moment où tu parles de toi, tu dis peut-être la même chose, mais tu le dis avec ton référentiel. Et là, ça devient intéressant. Il faut aussi préparer les questions gênantes. Si effectivement des questions comme l'international te mettent mal à l'aise, prépare-les. Prépare toutes tes anecdotes. Et surtout, apprends à te ramener à ce que tu as préparé. Et ça, c'est aussi une des clés en entretien, c'est d'arriver à ramener des questions qui, a priori, n'ont rien à voir avec ce que tu as fait, vers ce que tu as préparé. Mais ça, on y reviendra. Le deuxième écueil, c'est super prépa, ou l'équivalent en admission parallèle super fac. Ça, c'est quoi ? En fait, c'est le super-héros qui ne parle que de ses années de prépa. Ça donne quoi ? Ça donne par exemple, oui, je suis très organisé. Pendant la semaine, j'avais un emploi du temps très structuré, je faisais exactement le même nombre d'heures dans chaque matière, je m'avançais, je révisais mon cours d'histoire du jour le soir même. En maths, je travaillais très régulièrement. J'ai beaucoup de difficultés au début, mais comme je suis quelqu'un de très persévérant, j'ai travaillé et j'ai obtenu 15 sur 20, ce qui me permet d'être admissible à votre école justement.
Là, on est content parce qu'on flatte, on a l'impression qu'on flatte l'ego du jury en disant ouais, je suis fier d'être admissible à votre école. Mais voilà, ça c'est le premier exemple. Deuxième exemple, très courant chez les cubes en fait, c'est un travers qui arrive beaucoup chez les cubes prépaman, c'est de dire mon plus gros échec, en fait c'est quand j'ai appris que l'an dernier j'étais pas admissible chez vous. C'était dur, j'ai déprimé, j'ai passé tout mon mois de juillet à me remettre en question. Je voyais mes amis être admis et je ne savais pas quoi faire. Je me suis remis en question. J'ai travaillé, j'ai changé beaucoup de méthodes de travail et puis aujourd'hui, je suis devant vous et j'en suis fier. Voilà, c'est ce qu'aiment souvent raconter les cubes en entretien. Alors, déjà pourquoi on fait ce type d'entretien ? Pourquoi on tombe dans le côté super prépa ? Parce que quand on nous demande de raconter ce qu'on a fait, la prépa, c'est ce qui nous vient le plus rapidement à l'esprit. Parce que c'est ce qu'il y a de plus récent. C'est ce qu'il y a de plus impactant dans notre esprit. Ça fait depuis 2 ans qu'on bosse comme un dingue. Donc forcément, c'est beaucoup plus marquant que le stage qu'on a fait en première. C'est beaucoup plus marquant que la vente de pain au chocolat qu'on a faite à la récré quand on était en terminale. Et pourtant, c'est peut-être plus important pour nous. Mais le jury, c'est pas ce qu'il attend. Le jury, bon, certes, il attend que tu lui démontres que tu as des soft skills, mais il veut que tu montres que tu les as à travers des expériences extra-académiques. En fait, l'académique, c'est pas que c'est mauvais à raconter en entretien, mais c'est pas le lieu. En fait, tu as déjà validé l'académique avec l'écrit. Si tu es admissible, c'est que l'école considère que tu as le niveau académique pour rentrer chez eux, donc pas besoin de rajouter. Ou alors si on en rajoute, c'est on te met un oral de cette matière, d'une matière en question, par exemple à ESCP où il y a un oral de SH, ou un oral de maths, ou un oral de management si tu es en ECT. Mais l'écrit il est validé. Ce qu'attend le jury en fait, c'est de savoir qui y a derrière le candidat ou la candidate. C'est de savoir qu'est-ce qu'il y a derrière le ou la préparationnaire. Et donc pour ça, il faut parler de tes expériences. Et tes expériences non académiques. Tes loisirs, sport, activités culturelles, ce que tu lis, ce que tu regardes, ce que tu vois au ciné, tes expériences associatives, si tu as fait du bénévolat par exemple, tes expériences professionnelles qui ne sont pas forcément que des stages. Quand on regarde le questionnaire de SCP, ils disent bien que discuter avec quelqu'un du monde professionnel, c'est une expérience professionnelle. Donc vraiment, creusez ça. C'est pas facile parce qu'effectivement, c'est pas ce qui vient en premier à l'esprit. Et souvent, on est peut-être moins fier de ce qu'on a fait en termes d'activité culturelle que ce qu'on a fait en prépa. Mais il faut le préparer. Et c'est pour ça qu'un entretien, c'est un exercice qui se prépare et qui n'est pas simple à préparer, qui demande du temps, beaucoup d'introspection. Troisième personnage, c'est Scott Delacorte. Alors Scott Delacorte, j'aurais très bien pu le mettre en 1 parce qu'il a un côté Miss France. Il sort beaucoup de lieux communs. Genre à un moment, il fait tout un passage en disant qu'il déteste l'esclavage et qu'il aimerait remonter le temps pour enlever l'esclavage. Magnifique. Hein. Mais il a aussi un autre trait qui est assez drôle et je vais te laisser voir la vidéo. Can I tell you guys what I hate? Sharks. Well, sharks can tear families apart. But they're also so majestic. They are beautiful creatures. But they're also so ferocious. So ferocious. One of nature's cruel jokes, I guess. Ok. En fait, que fait Scott Delacorte ? Il est sans opinion. Il fait juste que valider les arguments du dernier qui a parlé. Même si ça contredit ce qu'il vient de dire à l'instant. Le gars n'a rien. Il est rien en fait. Et pourquoi ça pose problème ? Parce que le jury aime tester ta capacité à argumenter. Tu vas par exemple parler d'un événement d'actualité ou parler de ta vision du management, n'importe quoi. Et à un moment, le jury va dire « Mais vous pensez pas que... ta. » Et toi, tu vas dire « Mince, j'ai dit une bêtise, il est pas du tout d'accord avec moi. » Et parfois, tu dis « Oui, non, c'est vrai, j'y ai pas pensé, mais oui, vous avez raison. » Et là, c'est moyen, parce qu'en fait, tu n'argumentes pas. Il y a cette peur, en fait, quand on est candidat, de vouloir être très vite d'accord avec le jury par peur de le contredire. Et en fait, on obtient l'effet inverse. Moi-même, parfois, quand j'étais jury, j'aimais
alors que la candidate ou le candidat était d'accord avec moi, prendre l'opinion inverse juste pour entendre les arguments que j'avais envie d'entendre. Et donc voir après derrière cette personne en face de moi dire le contraire de ce qu'elle avait dit juste avant, c'est moyen, ça obtient l'effet inverse. En fait, en voulant être d'accord très vite avec le jury, finalement tu perds des points. Donc qu'est-ce qu'il faut faire ? En fait, il faut assumer qui tu es. Soutenir tes convictions. Alors attention, ça ne veut pas dire être buté. Tu soutiens tes convictions avec mesure et nuance. Si jamais le jury te donne un très bon argument, tu peux rester sur ta position et nuancer en disant que sur cet argument-là, effectivement, t'es d'accord. Donc, c'est toujours être dans la mesure. La nuance, c'est ce qui fait la différence. Tu dois donner tes exemples avec tes expériences. Parce qu'à partir du moment où tu donnes des exemples avec tes expériences, ça valide ton argumentation. Et ça permet d'éviter de rentrer dans un débat où on pourra toujours contredire ta vision. Mais ça implique que tu es bien préparé en amont ton entretien. Donc là encore, on est dans un entretien qui se prépare vraiment en amont. Autre personnage, Lila. Lila, c'est la mytho qui finit par se trahir. Alors, je dis bien, c'est la mytho qui finit par se trahir parce que celui ou celle qui ne se trahit pas réussit. J'avais un exemple, le plus grand exemple que j'ai, c'était un ami de prépa à moi qui avait préparé son mytho d'une façon exceptionnelle. Il avait carrément inventé une vie. Il s'était inventé une vie de fils de diplomate qui avait vécu 3 ans en Chine, 4 ans au Vietnam, alors qu'il n'avait pas quitté la banlieue parisienne de sa vie. Et il avait tellement bien préparé que ça avait réussi. Parce qu'à la fin, je pense même qu'il y croyait. Le vrai débat, c'est est-ce qu'on peut mentir en entretien ? Déjà, est-ce que c'est moral ? Non, c'est pas moral. Deuxième débat, est-ce que c'est légal ? Pas vu, pas pris. C'est ça le truc. Déjà, il faut savoir mentir, il faut avoir un visage qui ne montre pas en fait que tu mens. Et ça, tout le monde ne l'a pas. Moi, si on joue au poker face à moi et qu'on est face à moi, on connaît mon jeu, j'ai du mal à cacher. Mais beaucoup arrivent à le faire. Après, il y a mentir et mentir. Est-ce que enjoliver ? Est-ce que embellir une expérience qu'on a vécue en rajoutant un petit morceau, ce qui permet de rendre le storytelling plus intéressant et ce qui permet de donner au jury ce qu'il a envie d'entendre, est-ce que c'est vraiment mentir ? Je leur dis simplement ce qu'ils veulent entendre. Et ça s'appelle mentir. Bon, ok, Marinette, c'est mentir, je suis d'accord. Mais, bon, ça vaut le coup, tout est dans le côté rendement-risque, de parfois enjoliver la chose, de faire un plus beau storytelling pour rendre même parfois ton anecdote plus vraisemblable, parce que le vrai n'est pas forcément vraisemblable. C'était Boileau qui disait ça, je crois. Après, quand tu mens, il faut être prêt. Il faut être prêt, penser à toutes les questions qu'on peut te poser, et surtout avoir très bien intégré ton mensonge pour qu'à la fin, comme dirait Georges Costanza, Jerry, just remember, it's not a lie if you believe it. Est-ce que je conseille de mentir ? Je peux conseiller d'enjoliver. Faire un gros mensonge, faut éviter, même si dans des cas très rares, ça peut passer. J'ai vu un élève qui avait carrément réussi à me mitonner. J'avais vraiment cru à son expérience, puis il m'a dit à la fin que c'était complètement faux. Et bon, voilà, il y en a qui sont vraiment meilleurs que d'autres, mais voilà, je ne l'encourage pas, mais on peut enjoliver les choses. 5e personnage, le personnage de X-Men, Raven, ou Mystique, pour son nom de code, qui est un personnage assez intéressant, surtout dans les derniers X-Men, dans X-Men First Class et les suivants. C'est quoi la caractéristique ? Donc, les X-Men, c'est des personnages qui ont des pouvoirs. Et Raven a pour caractéristique de pouvoir prendre l'apparence de n'importe qui.
Alors, ce qui est intéressant, ce qui est le paradoxe avec son personnage, c'est que son apparence naturelle, c'est l'apparence que vous avez vue avec le côté bleu, donc une apparence très repoussante. Donc son apparence naturelle est une apparence très repoussante, mais en fait elle peut prendre l'apparence de tout le monde, hein, donc d'une très belle femme. Et ce qui est caractéristique de son personnage, c'est qu'elle cache en fait qu'elle est vraiment, parce qu'elle prend toujours l'apparence d'une personne, d'une image qu'elle a créée, jusqu'à en modifier sa personnalité. Quel lien avec un entretien de personnalité ? Ben souvent, les élèves adaptent leur projet en fonction d'une perception erronée qu'ils ont de l'école. C'est-à-dire, par exemple, un élève qui avait un projet en marketing, il voit que à l'EDEC, la brochure parle surtout d'entrepreneuriat et de finance. Donc il se dit, bon, je vais dire que je veux faire de la finance. Et il va se présenter avec un projet en finance. Ou alors quelqu'un à ESCP, un admisseur lui a dit une heure avant que à ESCP il fallait faire tel truc parce qu'ils aimaient bien. Bah, il va complètement travestir tout son projet, il va totalement improviser, et il va arriver avec un autre projet. Et c'est pas bon. C'est pas bon parce qu'en fait, déjà, la brochure, faut arrêter. La brochure, c'est pas la représentation exacte de l'école, c'est ce que l'école a voulu mettre en avant pour t'attirer. Donc c'est tout simplement une vision parcellaire de l'école. Ensuite, pourquoi en fait on a envie de faire ça ? Parce qu'on a envie de correspondre aux attentes. On est tellement stressé, j'imagine t'es stressé, t'arrives dans ta meilleure admissibilité, tu vas absolument l'obtenir. Donc qu'est-ce que tu fais ? Tu dis, j'essaie de rentrer le plus dans les cases. Hein. Et on va chercher à se rattacher à quelque chose de rationnel. Et la brochure, c'est quelque chose qu'on a dans les mains. L'admisseur, c'est quelqu'un avec qui on a discuté. Le site internet, c'est quelque chose de physique, en quelque sorte. C'est sur ton écran. Bref, tu te dis, effectivement, telle école, ils ont l'air d'apprécier tel profil. Sauf que justement, c'est un entretien de personnalité. Ce n'est pas un entretien d'embauche. Dans un entretien d'embauche, on recherche quelqu'un qui veut faire tel métier. On cherche quelqu'un qui a eu certaines expériences. Mais en fait, les jurys de concours, ils privilégient pas un projet professionnel par rapport à un autre. Les jurys, ils se disent pas, ah tiens, c'est bien, celui-là, il veut faire de la finance, on a besoin de personnes en finance dans notre filière, donc on le prend. Et ça n'existe pas, ça. Parfois, même dans les jurys, tu as des personnes qui sont extérieures à l'école. À l'EDEC, il y a toujours une personne qui est complètement extérieure à l'EDEC, qui est ni diplômée, ni prof, voilà. Donc les jurys, ils n'ont pas pour job de privilégier un projet plutôt qu'un autre. Le but du jeu, c'est de voir est-ce que ton projet il est intéressant, est-ce que tu as les qualités pour le mener, et est-ce que l'école va t'aider à l'accomplir. Alors tu vas me dire oui, dans ce cas-là, ça fait quand même intervenir l'école. Donc, effectivement, si je suis dans une école qui a beaucoup d'armes en finance ou beaucoup d'armes en entrepreneuriat, j'ai plus intérêt à m'orienter vers ces deux profils-là. Non, parce qu'en fait, ce qu'il faut, c'est que tu aies un projet professionnel construit en fonction de ton passé, construit en fonction de tes envies, et que tu l'assumes devant le jury. Et par contre, l'art, c'est de trouver dans l'école ce qui permet de l'accomplir. Telle spécialisation, tel échange, telle association. Et peut-être que c'est pas un échange ou une spécialisation que met en avant l'école dans sa brochure, mais à partir du moment où elle existe, ça prouve que ton projet professionnel est cohérent avec l'école. Et c'est ça qui compte. C'est que ton projet professionnel soit cohérent avec l'école. Mais ça, on y reviendra. Il y aura une vidéo spécifique au projet professionnel. 6e profil qui échoue à son oral, qui se rapproche un peu d'un profil à la Raven, mais en différent, c'est le mauvais faillot. Le mauvais faillot, à supposer qu'il y a un bon faillot, c'est celui qui parle plus de l'école que de lui-même. Il va sortir plein de phrases, comme par exemple, votre école, souvent les phrases commencent par votre école. Votre école propose des échanges dans 25 pays différents. Votre école a 55 associations. Votre école propose un parcours qui n'est pas linéaire et qu'on peut adapter en fonction de sa scolarité, de son évolution, de nos stages. Bref, quelqu'un qui va déblatérer un catalogue, mais en fait, on voit pas pourquoi il le sort. Oui, tu dis qu'ok, l'école, c'est génial que telle école propose des échanges dans 25 pays différents, mais ok, quel intérêt ? Tu vas pas faire 25 échanges. Chaque échange faisant 6 mois, tu vas pas rester 12 ans dans l'école, 13 ans dans l'école, ça marche pas.
Donc, c'est aucun intérêt. T'es pas là pour être le VRP de l'école. Mais pourquoi en fait on a tendance à avoir cette attitude ? Parce que on dit qu'il faut parler de l'école. Oui, c'est vrai, il faut parler de l'école. Et on vient d'être admissible. Souvent on passe l'oral, donc 1 semaine, 10 jours après avoir été admissible. Donc on est admissible et on veut prouver qu'on a envie de cette école. Donc qu'est-ce qu'on fait ? On lit la brochure. Et en fait on lit la brochure et on dit ouais ça c'est bien. Et souvent on la lit en dernière minute. Donc on a envie de recracher tout ce qu'on a eu dans la brochure, un peu comme quand tu es dans une disserte de CG et que tu veux balancer tout ce que tu as préparé, même si c'est pas en lien avec le sujet. En fait, tu veux prouver que tu as préparé ton entretien. C'est un peu le syndrome du bon élève ou de la bonne élève qui arrive et qui veut montrer que le boulot a été fait. Donc tu racontes, tu dis ce que tu as lu, mais en fait, tu fais pas de lien avec toi. Donc ça n'a aucun intérêt. Qu'est-ce qu'il faut faire à la place ? Comme précédemment, tu dois assumer ton projet et tu dois sélectionner ce qui dans l'école correspond à ton projet. Tout simplement. Si ton projet c'est de faire du business en Amérique latine, ok, même si l'ESSEC a un super campus à Shanghai, Shanghai n'est peut-être pas l'échange qui correspond le plus pour toi. Peut-être que c'est beaucoup plus l'Amérique latine. Et c'est pas grave. Et tant mieux même. Parce que tu montres que tu es original, donc c'est encore plus intéressant. 7e profil. Là, profil que j'adore, enfin, sauf quand je suis face à ce profil, parce que c'est un profil très ennuyant. C'est Katia, le personnage joué par Christian Clavier dans Le Père Noël est une ordure, et qui à un moment raconte une anecdote d'une soirée, et l'anecdote est ennuyeuse. Je te laisse l'écouter. Alors comme ça, n'est-ce pas, vous connaissez personnellement Albert Simon ? Non, très très peu. Enfin, on me l'a présenté très rapidement dans une boîte un soir. Il se trouve que j'étais avec ma mère et puis mon père sur la Côte d'Azur, et puis nous avions très mal dîné. Alors on s'est dit comme ça, bon, on va terminer la soirée en mangeant un gazpacho. Vous savez le truc avec les gros haricots rouges ? Ah, c'est cela, oui. Alors le chili con carne, alors. Alors on a atterri dans une boîte privée de Nice, le Dandies. Dandies. Vous connaissez le Dandies ? Non, je ne connais pas le Dandies, non. Oui, non, c'est très surfait d'ailleurs. Parce qu'il se trouve que le disque jockey était le neveu du type qui bosse avec ma mère. Et d'ailleurs, il est effroyablement vulgaire. Et non, enfin, je vois très bien ce que vous pensez, n'est-ce pas ? Vous trouvez que je n'ai pas d'humour, que je ne sais pas raconter des histoires. Katia a raison sur son incapacité à raconter des histoires. C'est vrai que l'histoire est chiante. Et Christian Clavier joue très très bien ce rôle pour raconter une histoire complètement ennuyeuse. Pourquoi cette histoire est ennuyeuse ? Bien, on n'en voit pas le bout. On ne sait pas où Katia veut aller. L'objectif du histoire, c'est juste raconter comment elle a rencontré Albert Simon, je crois que c'est ça, oui, c'est Albert Simon. Mais il n'y a aucune trame narrative. On parle de détails insignifiants sur le dîner. Il n'y a aucun objectif. Et surtout, il n'y a aucun sourire. Même Katia s'ennuie en racontant cette histoire. Donc, que faire à la place ? Que faire à la place de raconter ces histoires ? En fait, il faut préparer tes anecdotes, là encore, parce que c'est vrai qu'avec le stress, tu vas raconter beaucoup moins bien que quand tu racontes une histoire à tes amis. Parce que tu vas pas employer le même vocabulaire, tu vas avoir envie d'aller plus vite, tu as ce stress. Donc il faut que tu prépares tes anecdotes pour qu'elles soient tranchantes, agréables à écouter, qu'il y ait une vraie trame narrative et qu'il y ait un objectif concret derrière. Parce qu'une anecdote, on la raconte pas pour rien, on la raconte pour mettre en avant une qualité, pour mettre en avant ton projet professionnel. Sur les anecdotes, on verra beaucoup dans les prochaines vidéos comment raconter ça. Il y aura plusieurs vidéos consacrées à ça et c'est un vrai boulot, ça demande beaucoup de travail. 8e profil d'entretien, Gaston Lagaffe. Alors attention, je ne dis pas qu'en entretien, tu vas démolir le bureau où tu passes ton entretien comme le fait Gaston sur ce dessin. En fait, Gaston, c'est plutôt qu'est-ce qu'il fait là ? C'est l'entretien, qu'est-ce qu'il fout là, celui-là ? Gaston Lagaffe, il est dans un bureau avec Fantasio, Prunel, des gens plutôt sérieux. Et lui
arrive, ne travaille pas, ne répond pas aux courriers en retard, s'amuse à faire des expériences scientifiques, joue à des jeux de gamins. Et en fait, c'est quoi un entretien Gaston? C'est un entretien où le jury ne comprend pas pourquoi tu es devant lui. Il va te demander pourquoi tu veux faire une école de commerce et tu ne sauras pas répondre. Ou ta réponse sera banale. Tu n'auras pas de vrai projet. En fait, on se dit, mais pourquoi il est là? Alors, le pire des entretiens que j'ai eu à ce niveau-là, c'était une personne de prépa HEC qui, pendant l'entretien, a sorti mon grand regret, c'est de ne pas avoir fait une prépa ingénieur. Alors, peut-être que c'était vrai, mais ça ne se raconte pas devant un jury d'entretien d'école de commerce. Parce qu'on se dit, en fait, pourquoi tu es devant nous? Et en fait, souvent, on fait cet entretien alors que dans nos premiers entretiens, on ne l'avait pas fait. Ça arrive souvent chez des élèves qui ont fait un très bon entretien à la mi-janvier dans leur prépa. Ils ont obtenu un 14 sur 20, une note qui ne veut rien dire, parce que c'est ni bien ni mal. Et cet élève est conforté, il se dit ok, je suis bon, c'est nickel. Ma personnalité correspond à l'école de commerce. Donc au moment de passer ses vrais entretiens, il va arriver sous-préparé. Sauf que les autres élèves, ils auront progressé entre-temps. Donc, ce qui avait l'air bien à mi-janvier quand les élèves avaient préparé leur entretien, devient assez médiocre par rapport à des élèves qui ont super bien préparé leur entretien. En fait, c'est comme avoir 14 ans en maths ambigu et dire je vais plus travailler, c'est bon, j'ai le bon niveau en maths. Alors tu vas me dire non, c'est différent parce que c'est un entretien de personnalité et que ma personnalité ne change pas. Oui, mais on y reviendra. Un entretien de personnalité, on ne juge pas ta personnalité, on juge ce que tu montres pendant 20, 40 minutes ou plus longtemps dans certains entretiens. Donc, jusqu'au bout, il faut travailler et jusqu'au bout, il faut améliorer l'exercice que tu vas montrer. Un exemple, justement, comme je disais, d'un élève qui fait un entretien Gaston, il ne sait pas répondre à la question pourquoi une école de commerce. Ou alors il sait y répondre, mais on sent qu'il se crispe quand il l'entend. Il se dit ah mince, c'est la question que je voulais pas qu'on me pose. Je sais pas quoi répondre. Alors qu'en fait, c'est censé être le cœur de tout ton entretien. Parce que tu es là pour présenter une école de commerce. Donc que faire? Donc, il y aura une vidéo consacrée à pourquoi une école de commerce et ça sera la prochaine vidéo qui sortira. Donc je t'invite à t'abonner d'ailleurs pour pas la manquer. En tout cas, que faire à la place pour éviter cet entretien Gaston? Là encore, c'est mieux préparer ton entretien. C'est le travailler entre 20 et 30 heures par semaine entre les écrits et les résultats des admissibilités. Un bon entretien, pour être sûr de savoir exactement ce qu'on va dire, d'être capable de gérer n'importe quel profil de jury, c'est à peu près une centaine d'heures de travail. 9e et dernier profil, Jean-Claude Duss, qui était, comme il le dit si bien... Non, enfin, j'étais à 2 doigts de conclure, t'as tout foutu en l'air. Alors, c'est quoi être à 2 doigts de conclure? En fait, c'est quand tu fais un bon entretien et que tu sors la phrase qui gâche tout à la dernière minute. Par exemple, vous avez quelque chose à rajouter? Oui, je vois pas. C'est quoi les cours enseignés à l'EDEC? Regardez la brochure. True story. On me l'a raconté. Pour l'histoire, l'élève a cubé et a réussi à intégrer l'EDEC l'année d'après, donc ça se termine bien. Perdu un an, mais je trouve elle a aimé son année de cube. Une autre histoire, alors là pour le coup j'étais jury. C'était un élève qui faisait un entretien exceptionnel, mais vraiment exceptionnel. J'avais rarement vu ça. On se regardait avec les jurys, on était épatés. Et à la fin, donc on était fin juin pour situer. Donc l'élève se lève, commence à ranger sa carte d'identité, sa feuille de passage dans sa mallette. Et moi je lui dis écoutez, donc on est fin juin, je sais pas si c'était votre dernier entretien, bonnes vacances si c'était le cas. Et lui me répond oui, c'était mon dernier entretien, mais je suis pas encore en vacances parce que je dois encore remplir mes dossiers pour QB. Je dis ah bon? Oui, je vais remplir mes dossiers pour IPSUP, Intégrale, Commercia, pour QB. Moi, je regarde, je dis, c'est-à-dire explicité.
Et il rajoute, oui, en fait, ouais, j'étais assez déçu de mes résultats, et donc oui, je vais quand même je vais faire des dossiers pour QB. Je le regarde, je lui dis, ok, très bien. Et il commence à nous dire au revoir, et il s'en va. Et là, il est sur le pas de la porte, commence à ouvrir la porte, je dis, juste attends, une question quand même, si vous avez les decks, vous y allez ou pas? Et là, il se retourne, oui, si j'ai les decks, j'y vais, mais en fait, c'est au cas où j'ai Audencia, Grenoble, j'ai pas trop envie d'y aller, donc là, oui, effectivement, je pense que je cuberai. Ok, d'accord, mais donc, ouais, vous postulez au cas où, en fait. Il dit, oui, c'est ça. Ok, d'accord, très bien, merci. Donc, l'élève sort. Gros silence dans la salle. Je commence à briser la glace, je dis bon, la fin, vous en avez pensé quoi? Et on débat sur est-ce que la personne a dit la vérité ou pas sur son envie d'aller à l'EDEC. Et on s'est vraiment posé beaucoup de questions. Finalement, on n'a pas eu envie de saquer. On a mis les très bonnes notes à la fin, enfin, surtout les critères, on a mis le max quasiment, parce que l'entretien était génial. Donc on s'est dit, bon, la personne est tellement géniale, on va lui donner le bénéfice du doute. Mais quelqu'un qui aurait été un peu moins bon, peut-être qu'il n'aurait pas eu le bénéfice du doute. Et pour la petite histoire, cet élève a intégré les decks. Donc en fait, c'était pas un mytho. Mais en tout cas, imaginez quand même la chose. L'élève allait partir. Si je ne l'avais pas arrêté, l'élève serait parti en disant je ne veux pas intégrer chez vous. Enfin, en sous-entendant ça en tout cas. Donc attention à la fin d'entretien. Jusqu'à la dernière seconde, même quand l'entretien est terminé, il continue. N'est-ce pas Chandler? Parce que j'aurais pu mettre Chandler Bing, effectivement. J'étais à 2 doigts de conclure. Pour ceux qui sont fans de Friends, cette scène... Bref, que faire à la place? Là encore, mieux préparer son entretien. Avoir une vraie vision de ce que tu veux placer dans ton entretien. Comme ça, tu sais qu'à la fin, il y a peut-être un passage que tu n'as pas abordé. Et tu n'auras pas l'esprit d'escalier en te disant « mince, j'aurais dû dire ça à la fin de mon entretien ». Donc vraiment avoir l'idée très claire sur ce que tu veux mettre. Quel est le bilan à tirer de ces 9 profils d'entretien? Déjà, ils ont tous un point commun. C'est quoi ce point commun? C'est le manque de préparation en amont. Ces 9 profils d'entretien reposent sur une erreur commune qui est que l'on pense souvent qu'enchaîner les simulations, ça suffit à préparer tes entretiens. Ça serait un peu comme si tu te disais, j'apprends pas le cours de maths et je vais faire que des exos. Ou j'apprends pas mon cours de géopo, mon cours de SH, mon cours de CG et je vais faire plein de dissertes. Ça suffit pas. Alors c'est évidemment utile de faire des simulations, je dis pas, c'est la preuve, j'en propose dans le cadre de ma préparation, donc je vais pas dire que ça ne marche pas, mais c'est évidemment super utile. Alors c'est utile à quelqu'un, c'est utile parce que effectivement tu fais des simulations avec des anciens jurys d'école, donc c'est très intéressant d'avoir leur point de vue. C'est intéressant de faire des simulations si on t'explique ce qui va et ce qui ne va pas. Comme ça, du coup, tu as un axe de travail, on te donne des axes précis et pertinents pour améliorer ta prestation par la suite. Donc c'est en ça que c'est utile, pour t'améliorer. Mais attention, faire une simulation, c'est pas suffisant. Si tu fais que des simulations, ça ne suffira pas. Ça ne suffit pas parce qu'en fait, on se laisse tromper par l'intitulé de l'épreuve qui est entretien de personnalité ou de motivation. On pense que c'est notre personnalité qui est jugée. On pense que l'entretien va déterminer si notre personnalité est pertinente ou pas pour l'école. C'est pour ça qu'on a souvent peur en fait, du jugement du jury en entretien. Parce qu'on a l'impression qu'on nous juge nous-mêmes, qu'on juge notre personnalité, qu'on juge nous. En fait, attention, le jury, il ne juge pas ta personnalité. Il juge une prestation de 20-45 minutes. En fait, le jury, il ne voit que ce que tu lui montres pendant l'entretien. Et ce que tu lui montres, c'est un morceau de ta personnalité. C'est une représentation de ta personnalité. C'est pas toi. Je pense pas que tu te résumes en 45 minutes toute ta vie. Non, c'est juste ce que tu lui as donné à montrer. Alors oui, effectivement, passer des simulations, ça t'entraîne à améliorer cette prestation. Parce qu'on va te dire, oui, attention, là, à tel moment, t'as fait ça, à tel moment, t'as fait ça, tu peux corriger, attention, t'es tombé dans tel piège. Donc oui, ça aide un peu à corriger le tir de même que faire des dissertations ou faire un exo de maths sert. Mais attention,
ces simulations, avant de les faire, il faut les préparer. Parce que l'entretien, c'est un exercice, comme je disais au tout début, c'est un exercice qui se prépare. Tu le prépares en fait en réfléchissant sur ton parcours, tes expériences sportives, tes expériences associatives, tes expériences culturelles, tes expériences professionnelles. Tu le prépares en construisant un projet professionnel qui est cohérent par rapport à ton parcours, qui est cohérent par rapport à ce que propose l'école. Tu vas montrer que tu te projettes dans l'école, tu vas dire qu'est-ce que tu vas faire dans l'école, quels échanges tu vas faire, quelles associations tu vas faire, quelle spécialisation tu vas faire, quels cours tu vas aimer suivre. Tout ça pour construire un ensemble qui est cohérent. Qui est cohérent, en fait tu vas raconter des anecdotes pour être le plus convaincant, le plus agréable et le plus pertinent possible. Et surtout, ces anecdotes, tu vas les mettre en lien avec ton projet. Et ça s'improvise pas. C'est un travail de longue haleine. Et c'est pour ça, quand je te disais qu'un entretien, ça met une centaine d'heures à se préparer, c'est vrai. Alors peut-être que certains sont meilleurs que d'autres. Peut-être qu'il y a certains qui ont une capacité à réfléchir à leur vie qui est au-dessus des autres et qui vont le faire beaucoup plus rapidement. Mais c'est franchement loin d'être facile. En tout cas, moi j'avais eu beaucoup de mal. Et beaucoup d'élèves ont du mal. En fait, préparer un entretien, c'est super difficile. Pourquoi ? Parce qu'en fait, le contenu de ton discours, il repose sur la vie que tu as menée. C'est pas comme un théorème à utiliser où tu achètes un bouquin, tu fais les exos et à la fin tu maîtrises. Il n'y a pas de discours tout fait à plaquer. Si tu fais un discours tout fait à plaquer, tu fais du Miss France ou du Jean-Claude Van Damme. Donc c'est pas bon. En fait, le secret de l'entretien, c'est que ce que tu racontes, personne d'autre ne peut le raconter. Si quelqu'un d'autre peut raconter ce que tu racontes, c'est que c'est moyen. Il faut qu'en fait ça soit une expérience qui est personnelle. En résumé, je dirais en fait tu as travaillé longtemps pour obtenir cette opportunité, pour obtenir une admissibilité. Quand tu vas la voir, tu vas te dire ouais, ça va être un jour exceptionnel si tu as l'admissibilité que tu rêvais. Mais ça ne sera pas fait encore. Il te restera à éliminer 400 candidats pour obtenir ta meilleure admissibilité, pour la convertir. Le but, c'est pas de la jouer au talent. Plus tu auras préparé, plus tu seras en confiance. Et franchement, après avoir bossé 2 ans, tu peux bien bosser une centaine d'heures supplémentaires pour convertir ta meilleure admissibilité, non ? En fait, ton objectif, c'est de rentrer dans la salle avec le sourire, en sachant ce que tu vas dire et comment tu vas le dire. Comme l'a très bien dit un ancien élève, Paul, qui a intégré ESCP, je crois avec 18 ou 19, je sais plus. Je ne savais pas les questions, mais je savais les réponses. À bientôt pour la prochaine vidéo qui sera sur comment répondre à la question « Pourquoi une école de commerce ?» Ciao!